Nous allons accueillir le docteur Philippe Bouchard, qui est internationalement connu pour ses activités de recherche dans l'endocrinologie de la reproduction. Il va nous parler d'un exemple édifiant de transgression en la personne de Gregory Pincus, co-inventeur de la pilule, qui a révolutionné la vie de millions et de millions de femmes. Bonjour, docteur Bouchard. Bonjour. 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 C'est un honneur pour moi de citer l'histoire de ce grand transgresseur. C'est parce que c'est à la fois une transgression scientifique et deuxièmement une transgression sociale majeure. Parce qu'il faut vous souvenir que au moment où Pincus travaillait aux États-Unis, les lois françaises ou les lois américaines interdisaient formellement toute recherche sur le contrôle de la fertilité avec des peines extrêmement sévères. Et je voudrais simplement vous rappeler que Marie-Louise Giraud a été guillotinée en 1943 pour un avortement. Donc le contexte n'était pas en faveur. En plus, il y a eu d'autres lanceurs d'alerte, des transgresseurs, membres du Collège de France, professeurs au Collège de France et académiciens qui ont raconté d'énormes bêtises. Donc à la même période, à la recherche de traitements hormonaux extraordinaires pour rajeunir. Brown Sequard, professeur au Collège de France et membre de l'Académie des sciences des États-Unis de France, s'injectait et injectait aux autres des extraits testiculaires pour les faire rajeunir. Il s'avère que ces extraits ne contenaient absolument rien, il n'y avait pas d'hormones là-dedans, et c'était purement l'effet placebo. Et puis, Serge Voronoff, également au Collège de France, greffait les testicules de singe chez l'homme, sans effet. Et puis aux États-Unis, c'était même le record de la honte, John Brinkley greffait les testicules de condamnés à mort chez des sujets capables de les payer pour rajeunir. Alors oublions tout ça et revenons au travail de Pincus. Déjà, son arrivée aux États-Unis est concours de circonstances extraordinaires puisque sa famille a émigré de l'Ukraine, d'un grand complexe où il y avait des centaines de milliers de juifs qui étaient réfugiés là-bas. Et devant les pogroms et les conditions de vie extrêmement difficiles de l'empire tsariste, sa famille a émigré donc dans le New Jersey, à Woodbine. Donc il a fait ses études aux États-Unis, il a rapidement intégré Harvard, où il a été un des éléments les plus brillants, mais dont il a été mis à la porte en 1937 à cause de ses travaux sur la fécondation in vitro. Donc il avait réussi à maturer un œuf de lapine et à avoir un embryon. Et ça a été une découverte phénoménale qui a fait la une du New York Times, mais c'était très très mal vécu dans une université aussi Ivy League, aussi conservatrice que Harvard. Donc il est parti, il s'est installé dans le Massachusetts, Shrewsbury, Worcester Foundation, où il a mené tous ses travaux sur la pilule. Alors là aussi, ça a été une aventure incroyable parce qu'il lui a fallu récupérer le produit efficace dans la contraception, qui est un dérivé de la progestérone. Il a envoyé un de ses collaborateurs, Russell Marker, au Mexique, où il a essuyé les insultes des Mexicains qui voyaient un gringo venir chercher dans les plantations une racine d'igname, Cabeza di Negro. Et il a réussi à ramener cette racine, dont il a extrait les sapogénines, qui ont permis l'extraction des stéroïdes de synthèse, en particulier de la progestérone. Et le génie de Pincus, c'est qu'il avait lu qu'un grand physiologiste autrichien, Ludwig Haberlandt, avait déjà fait remarquer à la fin du XIXe siècle que les extraits du corps jaune étaient capables de bloquer l'ovulation chez l'animal. Donc il s'est dit, c'est ça qu'il faut que j'utilise. Donc il a purifié, avec l'aide de l'industrie pharmaceutique d'ailleurs, des dérivés de la progestérone, le norétinodrel, la norétindrone. Et puis il s'est associé à un gynécologue très conservateur, John Rock, mais très connu aux États-Unis, pour faire les premiers essais cliniques de son contraceptif. Et ça s'est passé à Mexico, et avec des résultats brillantissimes. Donc ensuite, ils ont soumis le dossier à la FDA, l'agence du médicament américaine, et le médicament Enovid, il s'appelait, a été approuvé le 11 mai 1960. Découverte incroyable.
subitement, la condition des femmes change du jour au lendemain et va leur permettre de décider quand elles auront des enfants. Et ce n'était pas envisageable. Alors, la société a réagi violemment, puisque aux États-Unis, il y a eu tout un combat contre lui. L'Église catholique, Paul VI, a fait l'encyclique Humanae Vitae en 1968, donc 8 ans plus tard, tout à fait hostile à la contraception. Donc, Pincus est génial et doit être reconnu comme un transgresseur scientifique. Il a apporté de nouveaux concepts qui ont été révolutionnaires à un moment où les autres étaient des faussaires, en réalité, ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et deuxièmement, il a fait avancer la société de manière spectaculaire. Alors, il y a un point qui mérite d'être discuté, c'est qu'il n'a pas vu que les doses de stéroïdes qu'il utilisait dans sa pilule, Enovide, étaient phénoménales. Et il y a eu ainsi quelques accidents de phlébite et d'embolie pulmonaire qui ont été identifiés dès 1960. Et Pincus les avait pas vus et il a eu beaucoup de mal à les reconnaître. Et il a fallu un audit sénatorial américain, le sénateur Gaylord Nelson, qui ont fait ajouter sur les boîtes de pilules un warning, une notice d'attention pour que les femmes se méfient des douleurs dans les jambes et consultent si elles avaient des signes de phlébite. Et ceci a conduit aussi à la réduction considérable des doses de stéroïdes dans les pilules. Donc c'est une aventure incroyable qui nous amène de l'Ukraine à la mise sur le marché de la pilule en 1960. C'est un progrès social et médical phénoménal. Et Grigory Pincus est pour moi un des plus grands médecins de l'histoire de la médecine du monde. Et grâce à lui, les femmes ont été libérées et beaucoup de journalistes ont dit que Pincus avait donné aux femmes plus que toutes les organisations des Nations Unies et autres organisations sociétales, politiques, économiques et sociales avaient apporté. Donc c'est cette histoire que je voulais vous rapporter, la situant dans son contexte de pseudo-découverte scientifique du 19e siècle ou du début du 20e, et puis son aventure transcontinentale et jusqu'au Mexique qui a permis la mise sur le marché de la première contraception Enovide en 1960. Et ça a été un succès phénoménal malgré toutes ces difficultés. Et la loi a changé aux États-Unis. Et je crois que dès 1962, c'est-à-dire 2 ans après la mise sur le marché, 10 millions de femmes aux États-Unis utilisaient la pilule. C'est dire qu'il avait été entendu. Voilà l'histoire que je voulais vous rapporter. Merci beaucoup, c'est passionnant. Et la tendance actuelle, c'est plutôt les femmes qui se disent moi, je vais vivre naturellement, sans hormones, pas prendre la pilule. Est-ce que ça constitue une transgression à ce qui a été déjà établi ? Non, ce n'est pas une transgression, c'est chaque personne doit évaluer les avantages et les inconvénients de la méthode. Si elle ne trouve pas que cette méthode est avantageuse et qu'elle préfère compter les jours et essayer de ne pas être enceinte en n'ayant pas le rapport à la bonne période, c'est son évaluation. Mais l'expérience et les statistiques prouvent que les méthodes de température ou même les préservatifs ont une performance contraceptive très médiocre. Donc je crois qu'il y a 14 grossesses pour 100 années femmes avec le préservatif versus moins de 1 avec la pilule. Donc ça reste un moyen extrêmement utile, efficace. Bien entendu, toutes les femmes ne peuvent pas le prendre. Il y a des contre-indications qu'il faut respecter. Ça, c'est le rôle des médecins qui sont encore dans le circuit pour choisir le bon procédé, le bon médicament pour la demandeuse. Merci beaucoup, Philippe. Mais finalement, permettre à des femmes stériles de devenir fertiles, permettre à des femmes fertiles de ne pas avoir d'enfants, permettre d'avorter, rester jeune en se greffant des testicules, par exemple. Finalement, les hormones en médecine, c'est un peu le symbole de la transgression. Toi qui as dédié ta vie aux hormones,
Est-ce que tu ne penses pas que c'est le symbole même, justement, de la transgression en médecine par tout ce qu'elles permettent? Euh, le- le- oui, bien sûr, parce que les hormones sont un système multitissu et multi-action. Le mot hormone a été inventé, vous vous en souvenez certainement, en juillet 1905 par Starling. Starling et son beau-frère Bayliss faisaient des petits travaux dans leur laboratoire, dans leur maison. Ils avaient découvert une hormone digestive qui s'appelle la sécrétine. Et ils ne savaient pas ce que c'était. Ils savaient que ça était fabriqué par le tube digestif et ça agissait à distance. Donc, comme toujours en médecine ou en sciences, pour trouver un nom et une idée, on se réunit dans un restaurant. Donc, ils ont déjeuné avec un professeur de grec et celui-ci leur a dit « Je sais ce que c'est. Comme c'est une molécule qui est fabriquée par un tissu qui agit à distance, on va appeler ça hormone. Hormao en grec, ça veut dire excité, à distance. » Alors, c'est ainsi que tous les produits qui marchent dans la circulation sanguine, qui sont d'origine pancréatique, hypophysaire, surrénalienne, ovarienne, testiculaire, que sais-je, surrénalienne, sont des hormones qui agissent à distance. De fait, les hormones agissent sur tous les systèmes et sont très importants. Et mon maître Étienne Beaulieu a insisté beaucoup sur le rôle des hormones dans le cerveau, qui est également un domaine de recherche très important. Donc oui, les hormones sont l'essence même de l'action et de la transgression. Merci beaucoup Philippe, on pourrait t'écouter parler pendant des heures. Malheureusement, il faut que nous avancions dans ce programme. Merci de m'avoir infiniment écouté. Philippe. Bonne journée.